Thomas Piketty, pour vous, quel est le problème aujourd'hui? Ce sont les inégalités qui se creusent, c'est ça qu'on voit là, et c'est ce qui expliquerait le succès international de votre livre? Oui, bon, moi, le succès de mon livre, je l'attribue aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui en ont assez, qu'on leur explique que tout ça est trop compliqué pour eux, que les questions économiques et financières doivent être laissées à un petit groupe d'experts qui disposeraient d'une science tellement sophistiquée que le reste du monde ne peut pas comprendre. Ce qui est évidemment une immense blague. Les questions économiques ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions politiques, citoyennes. Et j'essaye de montrer dans mon livre que l'histoire de la répartition des revenus et des patrimoines, c'est pas simplement une histoire économique, c'est une histoire politique, sociale, culturelle, que chacun doit se réapproprier. Et donc le succès du livre, je crois que ça montre que voilà, dans beaucoup de pays, avec des problématiques différentes, parce que chaque partie du monde, chaque pays a sa propre histoire avec les inégalités. Aux États-Unis, il y a cette peur que ce groupe des 1% les plus riches capture le processus politique et ait une influence sur les institutions démocratiques américaines qui dépasse vraiment l'entendement. En Europe, on est dans une situation qui est un peu différente. Je pense qu'en Europe, on voyait cet extrait là avec le président de la Banque centrale européenne, on a quand même réussi le tour de force de transformer une crise qui au départ venait des États-Unis, venait du secteur financier privé américain et des excès de dérégulation financière, et on l'a transformée par notre seule faute en une crise de la dette publique, alors qu'au départ on n'a pas plus de dette publique qu'aux États-Unis et au Japon, et on trouve dans l'histoire, et c'est ce que je montre dans mon livre, on trouve des niveaux de dette publique plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui, on s'en est toujours sorti, il y a toujours plusieurs façons de s'en sortir. Mais par notre seule faute, par notre rigidité doctrinaire, on a transformé ça en une crise très grave de chômage d'abord en Europe, parce que la question des inégalités en Europe actuellement, c'est d'abord le chômage des jeunes. En Europe du Sud, l'égoïsme de l'Allemagne, mais aussi de la France, a conduit à imposer une purge budgétaire totalement insensée, parce que quand on a des taux de chômage des jeunes d'un quart, ou parfois presque de la moitié de la population, et un PIB qui a chuté d'un quart, un niveau d'activité économique qui a chuté d'un quart depuis 5 ans, comment voulez-vous réduire la dette? Donc on marche complètement sur la tête, et je crois que c'est tout ça qui provoque des énervements. Et puis aussi un écart parfois abyssal entre les proclamations des gouvernements et la réalité de ce qu'ils font. Et quand j'entends François Hollande, il y a quelques jours, qui était en Suisse et qui disait « Ah bah ça y est, il n'y a plus de problème avec la Suisse, ça y est, on a tout réglé », alors que rien n'a été réglé. Et des scandales financiers, des scandales fiscaux avec des grandes sociétés multinationales qui paient moins d'impôts que des petites et moyennes entreprises, on en a tout le temps. Des affaires comme l'affaire Cahuzac, ça pourrait recommencer aujourd'hui. On n'a toujours pas de transmission automatique d'informations bancaires de la Suisse vers la France. Donc aller expliquer comme ça aux gens, comme le faisait Sarkozy il y a quelques années, il n'y a plus de paradis fiscaux, on a tout réglé, c'est très grave, parce que le jour où les gens se rendent compte que ce n'est pas vrai, eh bien forcément, ils sont pas contents. Frédéric Lordon, pour vous, quand vous voyez ces images, vous dites le problème est où? Ouh là là, mais le problème, si vous voulez, j'ai l'impression que ces images ne saisissent qu'une partie assez superficielle du problème, en réalité, et que le problème du capitalisme, dont nous ne voyons ici que une configuration historique très particulière, qui est la configuration néolibérale. Le problème du capitalisme est plus général que ça. Je pense que, et c'est la raison pour laquelle nous sommes impérieusement requis de penser le capitalisme, c'est-à-dire de le penser de manière aussi profonde et aussi critique que possible, c'est que le capitalisme pose problème à la société. On pourrait même dire qu'au-delà des simples questions d'austérité, etc., le capitalisme pose des problèmes de type civilisationnel. Et moi, il m'a semblé, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet article dans Le Monde diplomatique auquel vous avez fait référence, moi, il me semble que les inégalités, au sens des inégalités monétaires, des inégalités de revenus ou de patrimoine, n'offrent que, alors même que leur spectacle est choquant, n'offre qu'une, comment dirais-je, n'offre l'une des manières les moins puissantes et peut-être même les plus superficielles de saisir ce problème que nous sommes requis de penser. Alors, bien sûr, c'est très intéressant de penser les inégalités en soi, mais pour aller au-delà, il faut se donner un autre concept du capital que celui qui est donné dans le livre de Thomas Piketty, à savoir le capital comme fortune, le capital comme patrimoine, ce qui permet de dire des choses très intéressantes sur les inégalités, mais qui ne permet pas de penser au-delà, et qui ne permet de rien penser de ce que nous avons réellement à penser.
Rien penser, ça fait pas beaucoup quand même. Non, rien de penser de ce que nous avons à penser, qui va bien au-delà des inégalités proprement monétaires. Alors, si vous voulez, il faut, de ce point de vue, prendre un autre point de vue sur le capital, qui nous permette de faire apercevoir qu'il est une réalité sociale beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissamment structurante, pour apercevoir dans toute leur ampleur les effets qu'il produit sur la société. Si bien que, en ce point, on est rendu à un point de bifurcation où, en quelque sorte, deux avenues s'offrent à nous. On peut penser le capital comme patrimoine, mais avec simplement la chance d'interroger les inégalités elles-mêmes et finalement rien au-delà, c'est-à-dire de ne pas porter la critique plus profondément au cœur du capitalisme. Ou on peut penser le capital sous ce point de vue que moi j'appelle de mes voeux, mais qui est un point de vue inspiré du marxisme, qui est le capital comme rapport social, ce qui n'a rien à voir avec le capital comme patrimoine. Et je dirais même davantage le capital comme rapport social de domination. Et c'est avec cette vue seulement, me semble-t-il, que nous pouvons interroger le capitalisme en son cœur, et donc le contester en son cœur. Et il va sans dire qu'on a là deux trajectoires intellectuelles qui emportent des conséquences politiques qui sont profondément différentes. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais noter ce point de bifurcation, parce qu'il me semble, j'allais dire pertinent, mais il faudrait dire davantage, il me semble névralgique au regard des enjeux intellectuels et politiques de la période présente, bien au-delà des seules inégalités de revenus. Une autre question que je voudrais vous poser à tous les deux avant qu'on démarre cette... Comment vous voyez le capitalisme l'un comme l'autre? Est-ce que c'est l'état naturel des choses ou est-ce que c'est une idéologie qui a triomphé de toutes les autres et qui aujourd'hui est dans une position hégémonique? Thomas Piketty. Il n'y a jamais rien de naturel dans l'économie en général et en particulier dans le capitalisme. Ce sont des institutions légales, un système légal, un système de propriété. Et je voudrais dire que moi je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Lordon sur le fait que l'inégalité de la propriété du capital, c'est pas d'abord une inégalité d'argent, une inégalité monétaire, une inégalité de pouvoir d'achat, c'est d'abord une inégalité de pouvoir. C'est-à-dire ce qui se joue vraiment dans les inégalités extrêmes dans la répartition du capital, c'est d'abord le pouvoir. Ça peut être le pouvoir politique à travers le financement de partis, de campagnes, mais d'abord le pouvoir dans les relations de propriété dans l'entreprise. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, Frédéric Lordon, et il ne faut pas opposer des solutions entre elles. Je pense que pour reprendre le contrôle du capitalisme et pour transformer les relations de propriété, et pour dépasser les relations de propriété privée basées sur la domination, le pouvoir. On a besoin à la fois de solutions de type impôt, transparence fiscale, mais c'est jamais suffisant. En même temps, ça aide à concevoir aussi d'autres solutions, parce que quand on a davantage de transparence financière sur les revenus, sur les patrimoines, alors on peut avoir en même temps une plus grande implication des salariés. C'est très difficile d'avoir un rôle actif, par exemple, dans des conseils d'administration d'entreprise, déjà si vous n'avez pas de droit de vote, mais aussi si vous n'avez pas d'informations sur les comptes de la société, sur qui possède quoi. Donc l'exigence de transparence sur les revenus et les patrimoines qui va avec l'impôt progressif sur le revenu et sur le patrimoine, elle n'est évidemment pas suffisante, mais elle permet de s'appuyer sur elle pour atteindre aussi un partage du pouvoir au sein des entreprises privées. On a aussi besoin de développer des formes de propriété qui ne sont ni la propriété privée ni la propriété publique. On a aussi besoin de propriété publique. Donc c'est cet ensemble de dispositifs institutionnels qui peut permettre de dépasser le capitalisme et en particulier de démocratiser profondément les relations et les rapports de production. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les différentes solutions entre elles et serait vraiment se tromper d'ennemi. On va voir après en ce qui concerne les solutions. Pour vous, c'est une idéologie, le capitalisme? Je voudrais reprendre la question de la naturalité telle que vous l'avez posée. On sait très bien, et en particulier depuis les travaux d'Albert Hirschman, par exemple, que la naturalisation des faits sociaux est le tour de rhétorique le plus caractéristique des pensées conservatrices et même réactionnaires. Et on voit très bien pourquoi. Donner à croire que les ordres sociaux sont des ordres naturels, c'est laisser entendre qu'ils sont immuables comme tels. Et donc, c'est opposer une fin de non-recevoir, mais quasi épistémologique, à toute revendication de transformation sociale. C'est un peu comme si les gens voulaient descendre dans la rue au motif qu'ils considèrent que l'accélération de la pesanteur est trop importante. Les 9,81 mètres secondes moins 2, c'est trop. On se sent un peu lourd, on voudrait moins, etc. Bon, rentrez chez vous, ceci n'est pas possible. Et c'est ça le message qui est systématiquement véhiculé par toute cette rhétorique de la naturalité, du capitalisme, de l'économie, etc. Une rhétorique qu'alimente spécialement tout le discours de la théorie économique
dominante qui prétend qu'on peut dégager des lois de l'économie ou des lois du capitalisme. Et c'est une pente dans laquelle vous êtes allé, voilà, raté, c'était forcé, dans laquelle vous êtes allé dans votre livre. Oh, je ne crois pas, non. Mais si, quand même. Les relations, soyons clairs, les relations de propriété sont toujours des relations extrêmement violentes. Et j'insiste là-dessus d'un bout à l'autre de mon livre, en particulier les relations de propriété internationale. Quand un pays possède un autre pays, enfin, c'est toujours très compliqué de payer. Quand est-ce qu'un pays possède un autre pays? C'est arrivé à l'époque coloniale, ça peut arriver encore. Beaucoup de pays africains se retrouvent à reverser une bonne partie de leur production, beaucoup plus que toutes les aides internationales dont on parle, en dividendes, en loyers. Alors c'est toujours très compliqué de payer des loyers à son propriétaire, même quand vous êtes simplement sur votre logement en France ou à Paris. Mais quand il s'agit de pays qui versent dans leur ensemble des loyers ou des dividendes à d'autres pays, ce qui est aussi le cas aujourd'hui de pays comme la Grèce ou l'Irlande, qui, parce qu'elles sont possédées en grande partie par des investissements étrangers, sont dans cette situation. Alors ces relations de propriété, d'après la théorie économique, c'est quelque chose qui est mutuellement profitable, apaisé, sympathique, efficace. Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc quand je raconte l'histoire de la possession par la France et le Royaume-Uni d'une grande partie du reste du monde en 1914, Frédéric Lordon, est-ce que je raconte une relation apaisée? C'est une relation qui allait avec des relations de domination militaire. Donc je ne sais pas je sais pas quel livre vous avez lu exactement, mais quand je parle de l'importance du capital négrier dans l'Amérique d'avant 1865, est-ce que je parle d'une relation de propriété apaisée entre le propriétaire de l'esclave et l'esclave? Donc la relation de propriété, là je prenais la forme la plus extrême, la plus violente, mais elle est toujours violente, quelle que soit sa forme. Et un des objectifs centraux de la réflexion que j'essaye de développer dans le livre, c'est de savoir comment on peut réguler ces relations de propriété. L'impôt progressif sur le capital est un des modes de régulation. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais notez bien qu'avec des taux suffisamment importants sur les détentions importantes de patrimoine, ça rend quand même la propriété privée temporaire et non plus permanente. C'est-à-dire que si sur les détentions très importantes de patrimoine, vous êtes obligé de redonner de fait à la collectivité 5% ou 10% ou autant que nécessaire compte tenu du taux de reproduction observé à ce niveau de patrimoine. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Ah, c'est pas le cas, mais là on a un débat sur ce qu'il faudrait faire. Eh bien, c'est quelque chose qui rend la propriété temporaire et non plus permanente, ce qui est quand même un changement, c'est pas un petit changement technique dans la régulation de la propriété. Par ailleurs, ça ne suffit pas. Et je pense qu'il faut, dans le même temps, avoir une implication, notamment des salariés dans les entreprises, dans les conseils d'administration des entreprises. Vous critiquez beaucoup l'Allemagne, Frédéric Lordon, mais par exemple, sur les conseils d'administration des entreprises, les salariés ont des droits de vote qui sont insuffisants, mais qui, par rapport au capitalisme français, où les employeurs, les détenteurs des entreprises n'ont jamais accepté autre chose qu'un rôle purement consultatif et ont passé leur temps à expliquer que des salariés qui auraient trop de pouvoir, ce serait catastrophique. Mais Volkswagen, ça ne les empêche pas de produire des bonnes voitures, d'avoir leurs salariés. Les syndicats sont plus puissants en Allemagne parce qu'ils sont simplement plus de membres. C'est aussi lié au rôle qu'on leur donne. C'est-à-dire que si vous donnez un rôle actif aux salariés de devoir décider dans les entreprises, c'est aussi ça qui permet d'avoir une plus forte implication. Et pour finir, Volkswagen, vous avez une partie des droits de vote pour les salariés, vous avez 20% des droits de vote pour l'État régional, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui suit une autre logique que simplement un actionnaire privé qui cherche à maximiser son rendement. Donc tout ce partage du pouvoir, je ne suis pas en train de prendre le capitalisme rénan comme le modèle absolu parfait, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs façons déjà d'organiser le partage du pouvoir, et il faut aller plus loin. Et ce n'est pas parce que l'abolition de la propriété privée sous sa forme soviétique a été un échec que la réflexion sur la propriété doit s'arrêter. Donc moi je pense que le dépassement du capitalisme privé demeure possible, demeure indispensable. Simplement les relations de propriété sont des relations compliquées. Donc les solutions ne seront pas les mêmes dans le secteur des médias, où on a aussi besoin de dépasser la propriété privée, la société par action, ne seront pas les mêmes dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'automobile. On a besoin de secteurs proprement publics, on a besoin de secteurs intermédiaires. Donc c'est toutes ces relations de propriété qui sont tout sauf des relations apaisées. Et vous avez raison de dire que la théorie économique nous raconte un monde enchanté sur ces relations, mais qui n'est absolument pas le monde que je décris. Donc, à nouveau, ne vous trompez pas d'ennemis. Alors, Frédéric Lordon. Non, c'est-à-dire, Thomas Piketty a dit tellement de choses, là, d'un coup, que, évidemment, c'est difficile de... C'est un livre un peu long, j'ai essayé de le résumer. Oui, c'est difficile de répondre méthodiquement, mais bon, en même temps... on ne va pas faire un débat sur le livre de Piketty non plus, qui est paru il y a 2 ans. Oui, en effet. Non, j'ai lu un livre dont les options intellectuelles me paraissent disparates. Elles sont multiples et disparates.
Parce que le réel est compliqué. Oui, non, mais non. Additionner des points de vue théoriques hétérogènes ne peut pas se justifier par la soi-disant complexité du réel. Je veux dire, l'entreprise qui est explicite dans le livre, par exemple, de dégager des lois fondamentales du capitalisme, puisque c'était de là que nous sommes partis, hein, c'était la question de la naturalité, est l'un de ces points de vue qui participe à la naturalisation du capitalisme, même si par ailleurs, elle est dans le livre mitigée par une série d'autres éléments tels que ceux que vous avez dit, sans pour autant d'ailleurs que tout ce dont vous venez de parler remette en cause si peu que ce soit la réalité des rapports sociaux du capitalisme qui consacrent l'empire de ce que Bernard Friot appelle la propriété lucrative sur l'organisation de la production. Je ne suis absolument pas sûr que faire entrer les salariés dans les conseils d'administration procède d'autre chose qu'une manœuvre un petit peu retorse d'associer le salariat à ce type de rapport social dans lequel, en définitive, et malgré tous les amendements que ce type de dispositif peut apporter, dans lequel le salariat conserve la position Ça dominée. dépend combien de sièges ils ont, quand même. S'il n'y a plus du tout de sièges pour les actionnaires, là, mais ça non, devrait aller, non quand bien même Vous ils trouvez auraient un équilibre. Mais oui, mais quand bien même ils auraient beaucoup de sièges, ceci n'ôterait pas le principe directeur qui régit toute l'organisation de la production. Même s'ils les ont tous. Ah, mais alors dans ce cas-là, ça changerait complètement. Alors dans ce cas-là, on sortirait effectivement du capitalisme. Regardons l'équilibre exact. Parce que je ne pense pas que vous voudriez un système où l'apport supplémentaire en capital n'apporte aucun droit de vote. Il y a un équilibre à trouver. C'est un équilibre compliqué. Sinon, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Hein, non, c'est pas ça. Non, c'est pas qu'on l'aurait trouvé depuis longtemps. C'est qu'il y a des forces extrêmement puissantes dans le système qui empêchent toute recherche de solutions institutionnelles alternatives. Et le lendemain matin, elles n'ont pas toujours mis en place les bons systèmes. Donc il faut y réfléchir. Et à nouveau, ne vous trompez pas d'ennemis. Je suis triste que vous n'ayez rien trouvé dans le livre qui vous intéresse. Mais je pense qu'il y a quelques éléments. Non, je pense que c'est. Je crois en tout cas, je ne crois pas dans des lois universelles. Je pense que tout ça, c'est une histoire sociale, une histoire politique. Moi, je me vois plus comme chercheur en sciences sociales que comme économiste, hein, parce que je pense que les frontières entre l'économie, l'histoire, la sociologie sont tout sauf claires, et je pense qu'on devrait pouvoir être d'accord là-dessus. Et donc, je ne cherche pas. Après, on peut prendre dans cette vaste histoire de la répartition du capital sous ses différentes formes, avec ces métamorphoses du capital que j'essaye de décrire, du capital terrien au capital immobilier, négrier, international, professionnel. On peut trouver matière pour des réflexions qui ne sont pas univoques. Hein. Les gens peuvent tirer des conclusions différentes sur ces formes de régulation, et n'ayez pas une lecture trop unidimensionnelle de tout ça. Je crois que les options théoriques qu'on pose dès le départ, et notamment celles qui ont trait à la définition du capital, engagent toute la pensée dans une certaine direction et excluent un certain nombre de choses auxquelles il n'est plus possible d'accéder à partir du moment où, par exemple, on s'est engagé dans la définition du capital comme patrimoine. Pas du tout. Frédéric Lordon, la définition du capital. Juste quand même, chapitre 1, je commence par dire, chaque société construit sa notion du capital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition naturelle du capital. Ce sont des rapports de propriété. Je donne tout de suite le cas le plus extrême, qui est le capital esclavagiste, qui est l'exemple même de la forme de propriété qui n'a rien de naturel, mais qui pendant longtemps caractérisait beaucoup de sociétés. Mais c'est la même chose si on parle de la propriété intellectuelle, si on parle de la propriété des ressources naturelles. Quelle est la liste de ce qu'il est possible de posséder? Comment organise-t-on ces relations de propriété? Il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc ma démarche, c'est d'examiner comment ces différents types de relations de propriété sont construites par différentes sociétés, avec des détenteurs qui ont toujours tendance à défendre l'extension de leur droit de la propriété au nom de l'intérêt général, avec parfois un degré de mauvaise foi qui est assez considérable. Donc c'est vraiment cette histoire sociale de la propriété que j'essaye de raconter avec des lacunes. C'est un livre insuffisant, mais ne caricaturez pas les choses. Non, mais alors il faudrait avoir le livre sous la main pour citer. Oublions le livre, si vous voulez bien. Là, je vous ai cité pratiquement dans le texte sur la définition du capital. Je crois le connaître un petit peu. Quand même. Oui, mais alors, effectivement, c'est pas le même livre que j'ai lu, puisque, en effet, toute la notion de capital qui est au travail dans ce livre est centrée sur les possessions, les actifs, alors peut-être situés historiquement comme différentes des modes d'appropriation. Chaque forme de possession détermine des rapports de propriété différents. Je vais vous poser une autre question, comme ça nous ramènera, ou du moins ça nous sortira de ce livre. Est-ce qu'il faut, si l'on veut corriger le capitalisme un tant soit peu, est-ce qu'il faut en corriger les excès par la fiscalité notamment, c'est ce que vous proposez, Thomas Piketty, ou est-ce qu'il faut s'attaquer au fondement même du capitalisme, notamment à la propriété? J'ai l'impression que c'est plutôt ce que vous proposez, Frédéric Lordon. Moi, c'est ce que je considère en effet que
le point de vue qui n'est pas développé, quoi que vous en disiez, dans ce livre, et qui nous permet d'accéder à une critique plus profonde du capitalisme, est celui qui part de l'idée que le capital doit être défini comme un rapport social. Comme un rapport social, qui plus est comme un rapport de domination. Et pour avoir l'idée de ça, il faut en revenir à ce qui est le constituant principal du capitalisme et du mode de production capitaliste, à savoir le salariat. Alors le salariat, qu'est-ce que c'est que le fond du salariat ? Le fond du salariat, c'est que à partir du moment où les hommes ont été privés de la possibilité de pourvoir par eux-mêmes aux nécessités de leur reproduction matérielle, au terme d'un processus qui ne tombe pas du ciel, qui est entièrement historique, hein, c'est ce que Marx a appelé l'accumulation primitive, il ne leur reste plus d'autre solution de survie que d'en passer par l'échange marchand, précisément pour y faire l'acquisition des biens qui sont indispensables à leur reproduction matérielle, mais qui n'ont plus les moyens de produire par eux-mêmes. Mais pour en passer par l'échange marchand, il faut accéder au médium de l'échange marchand, qui est l'argent. La grande force du capitalisme, c'est d'avoir imposé le salariat comme quasi unique solution d'accès à l'argent. Dans le capitalisme, il n'y a pas d'autre solution, ou quasi, pour accéder à l'argent qui permet la survie, que d'aller s'employer sous l'égide du capital, c'est-à-dire à son service, et pour finir, à ses conditions. Et c'est cette clause qui est absolument décisive. C'est ça qui signe le caractère de rapport de domination du rapport salarial. Et il faudrait, je veux dire, la jurisprudence du droit du travail, par exemple, reconnaît la chose de manière tout à fait explicite. Elle dit « le rapport salarial est un rapport de subordination hiérarchique ». On ne peut pas dire davantage qu'il est un rapport de domination. Et c'est bien cela qu'il faut analyser. C'est la particularité de la mise au travail dans le régime capitaliste qui est, si j'ose dire, une mise au travail avec le pistolet de la survie sur la tempe. Alors, et cela, pardon de vous interrompre, cela quel que soit le montant du salaire que l'on nous donne. J'ai un exemple, il se trouve que en ce moment aux États-Unis ça bouge beaucoup sur les bas salaires. Il y a un PDG, il y en a plusieurs même qui vous ont peut-être lu, Thomas Piketty, qui ont décidé d'augmenter leurs salariés. On l'a vu hier notamment, on va le regarder tout de suite. Il a augmenté considérablement ses salariés. Vous nous direz, Frédéric Lordon, si ça suffit justement à améliorer leur sort à votre avis, ou est-ce que au contraire ça n'a rien à voir? Regardons.